tu as souligné l'importance de ces élections européennes. Toutefois, dans la vie courante, les gens, le peuple, considèrent que ces élections ont une importance toute relative, et y compris en milieu rural. Alors je pense qu'il serait souhaitable que cette campagne s'appuie sur des réalités concrètes que l'Europe, en termes d'apport financier, moi je suis un ancien conseiller régional, apporte des subventions, apporte des aides. Il y a des commissions spéciales sur l'agriculture, sur le développement rural, qui apportent des subsides très très importants aux collectivités territoriales. Et je pense que ça, il faudrait que nos concitoyens et que nous soyons en capacité de faire la démonstration de cette efficacité et que ce n'est pas une élection qui se situe en dehors des problèmes quotidiens. C'est tout. Deux mots là-dessus. Je partage complètement ce que tu dis. On sait très bien que ce sont des élections qui sont souvent très marquées par l'abstention. Et puis j'ajouterai un élément, c'est que beaucoup de gens qui, comme nous, sont critiques à l'égard de l'Union européenne, se disent que ça n'est pas notre élection. Donc on laisse ceux qui sont satisfaits de l'Union européenne telle qu'elle est voter. Et pendant ce temps-là, ceux qui plaident pour une transformation de l'Union européenne restent à la maison parce qu'ils se disent que ça n'est pas notre élection. Or, c'est l'inverse. C'est justement ceux qui ont intérêt à ce que l'Europe change qui ont intérêt à se déplacer le 26 mai prochain. Mais ça suppose bien sûr de faire le lien entre les enjeux européens et la vie concrète. Tu parlais de la question des aides, des crédits liés à la cohésion des territoires, de la politique agricole commune. Jean et André en parleraient beaucoup mieux que moi. Mais enfin, quand on regarde le prochain budget de l'Union européenne, tel qu'il est prévu, il y a 2 budgets qui baissent et 2 budgets qui montent. Les 2 budgets qui baissent, c'est la politique agricole commune et c'est le budget de la cohésion des territoires. Les 2 budgets qui montent, c'est le budget des armements et c'est le budget de Frontex, c'est-à-dire la lutte contre l'arrivée des migrants, enfin pour résumer. C'est ça la réalité. Et donc, est-ce qu'on a envie d'avoir demain des députés européens qui vont dire « Eh bien, il faut faire exactement l'inverse. Il faut augmenter les budgets liés à la cohésion des territoires et à la PAC, et il faut au contraire baisser les budgets liés aux armements. » On passe à juste un mot sur les armements, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que l'Union européenne, aujourd'hui, nous fixe des objectifs de dépenses en matière d'armement. L'Union européenne nous dit, à nous Français, comme aux autres pays de l'Union européenne, il faut que vous consacriez 2% de votre produit intérieur brut aux dépenses d'armement. C'est curieux parce que d'habitude l'Union européenne, elle ne nous fixe pas d'objectifs de dépenses. Elle nous fixe des objectifs d'économie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Là, il y a un objectif de dépenses. Eh bien ça n'est évidemment pas la vision que nous avons de ce que doit être un budget progressiste à l'échelle de l'Union européenne. Et puis, vraiment pour finir, pareil, de manière très concrète, la disparition des services publics, la fragilisation des services publics avec les directives de libéralisation, c'est lié à des décisions qui sont prises à l'échelle du Parlement européen. Parce que les directives, bien sûr, on dit c'est la Commission, mais enfin, elles sont soumises au Parlement européen. Si le Parlement européen les rejette, elles finissent à la corbeille. Un exemple, la directive, le 4e paquet ferroviaire. Le 4e paquet ferroviaire, qui a conduit à la loi sur la SNCF. Et donc à la mise en concurrence du transport ferroviaire voyageurs. Et donc, en fait, à la fermeture de tas de petites lignes. De tas de petites lignes, puisque ce sont 9000 km de petites lignes jugées non rentables qui risquent de fermer. C'est une directive qui a été votée à 24 voix près au Parlement européen. C'est-à-dire que si nous avions été un peu plus nombreux, pas énormément plus nombreux, un peu plus nombreux, 12, eh bien on aurait pu battre cette directive. Derrière, on n'aurait pas eu la loi sur la SNCF et on n'aurait pas eu les fermetures de petites lignes. Donc la question du rapport de force dans le Parlement européen, elle est essentielle et elle a un impact sur notre vie quotidienne. Yann, laisse-moi te dire d'abord l'avis d'un militant communiste que je suis. C'est important quand on est candidat dans l'appréciation de comment on vit
nos camarades du parti par rapport à la campagne que tu es en train de mener. Je veux faire état de ce débat que tu as conduit. Vous étiez très nombreux, je me souviens plus du nom, peu importe, c'était sur un peu deux. Je voulais te féliciter parce que je trouve que tu as utilisé les mots qui conviennent, la stratégie qui convient et le sérieux qui convient dans un moment semblable. C'est important de le dire et moi je t'invite à poursuivre dans cette voie-là parce que je crois que le parti a beaucoup à gagner au travers de cette façon de s'exprimer. La deuxième chose que je voudrais dire et sur laquelle j'insiste, c'est que la particularité du Parti communiste, elle n'est pas simplement à avoir, comme tu l'as évoqué, être le seul parti à avoir rejeté tous les traités. Il est le seul parti. Et c'est bien dommage, parce que j'en fais pas une gloire au titre de c'est nous les meilleurs. Mais je regrette, il est le seul parti à avoir remis en cause avec force cette conception terrible qui est celle de la libre concurrence non faussée. Il est le seul, il n'y en a pas d'autre. Tout le combat politique mené par les autres partis ne remet pas en cause cette conception. Or, cette conception-là, c'est de là que démarre tout le sens de ce qu'est le libéralisme. C'est de là que vient en sorte les problèmes auxquels nous sommes confrontés d'une Europe, comme tu le dis si bien. Comment concevoir une Europe de coopération, de fraternité, quand on commence à y introduire une règle du jeu qui consiste à surtout se diviser entre nous? Parce qu'on a le droit de tout faire pour pouvoir être devant l'autre. C'est ça la notion de déséquilibre qui est dramatique et elle n'est pas simplement nocive que pour les êtres humains, mais elle est aussi pour la planète et l'environnement. La notion de non faussé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde d'aujourd'hui, on peut aller produire des produits d'alimentation ou des produits fabriqués à l'étranger, les ramener, peu importe la nocivité que cela peut avoir pour la planète, à partir du moment où c'est libre et non faussé. Cette notion-là, elle est déterminante et je crois que tu as raison de la mettre en avant et de mettre l'accent à chaque fois que tu interviens par rapport à cela. Parce qu'elle est le fond même, en France, comme tu le dis, c'est également, même si on ne le dit pas au titre du gouvernement, la logique qui consiste à dire, par exemple, les barrages vont être privatisés, c'est la notion de la concurrence libre et non faussée. C'est y compris d'ailleurs pour ce qui est des barrages, formidable. Un outil d'ailleurs comme Air France, mais un outil dont l'investissement a été réalisé et il n'entre maintenant que dans une phase de rentabilité et on le confie au du privé pour faire du fric au détriment de l'argent public qui a consisté à réaliser l'opération d'investissement. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je crois Yann, que tu as raison d'être sur ce point politique extrêmement fort qui est ce dogme insupportable qu'il faudra bien combattre de manière forte, celui de la concurrence libre et non faussée. Deux mots pour compléter. Moi, je ne suis pas d'accord avec la concurrence libre, ça c'est vrai. Mais non faussée, je n'arrive pas à l'encadrer. Parce qu'elle est faussée, la concurrence. Je ne crois pas qu'on ait intérêt à conserver ce terme-là, même si c'est celui qui est dans les traités. Ouais, alors on me le demande là-bas aussi. Jean-Pierre, tout de suite, et je allez, 3 questions. Première question, Redonna, une step qui devait être mise en place il y a maintenant X années, pour dire avec 2 S ou 3 S, qui a été bloquée par certains parlementaires. Et au jour d'aujourd'hui, avec le renouvellement des constitutions, cette step pourrait ne plus exister. Quand on sait qu'il y a à peu près 2 mois, la France est passée à quelques secondes de tomber dans le noir. 6 industries d'une tranche nucléaire ont été coupées, sinon nous étions dans le noir. On ne tenait plus 50 Hz. C'est quand même grave qu'aujourd'hui, on ne puisse pas encore avoir une sécurité au niveau de l'énergie. On sait ce que c'est si la France tombe dans le noir, les hôpitaux, les maisons de retraite, enfin, tout ce qui pourrait mettre en place une catastrophe d'ampleur nationale. Il y a quelques élus ici qui sont issus d'EDF
ils savent pertinemment que pour remettre la France en noir, ça sera voire entre une semaine, 15 jours, voire plus pour certains secteurs. C'est très très grave. Donc cette step, qui pourtant avait été défendue par notre ancien président, M. François Hollande, qu'il a oublié pendant son mandat d'ailleurs, qu'il sortait et qu'il avait voulu mettre en place ce projet-là, ça ne lui a pas été favorable. Après. Une deuxième question, hormis l'énergie, c'est un produit qui est le produit le plus utile de la planète. Ça s'appelle l'eau. Au jour d'aujourd'hui, il va y avoir un transfert de compétences qui va passer sur les communautés de communes. Nous, les petites régies communales, où on essaye d'avoir et d'appliquer un tarif responsable et raisonnable par rapport à nos administrés, on va confier l'eau à les communautés de communes qui, eux, vont confier l'eau. Mais on sait à qui? À la Générale, à la Lyonnaise, à des tarifs de 5, 6, 7, 8 euros du mètre cube, avec des prestations qui nous demandent aujourd'hui, nous, petits élus, qu'on a des régies, 720 000, une petite communauté de communes, comme la mienne, là, 720 000 pour faire un schéma directeur, pour le confier demain à la Lyonnaise des eaux. On aura payé, ils auront le schéma, et après, ils vont nous refaire payer. Voilà à peu près les directives qui sont prises. L'eau est quand même, je crois quand même, ce qui est le plus utile sur la planète. Au jour d'aujourd'hui, on doit défendre l'eau au niveau national. Je pense qu'il doit y avoir un grand projet national là-dessus, et qu'en étant bien sûr au niveau, je ne dirais pas européen, parce que moi je voudrais que ça soit même mondial, ce sujet-là de l'eau, puisqu'on voit l'Afrique, on voit pas mal de pays. Et une autre question, mais peut-être que c'est plus vis-à-vis d'André, c'est par rapport à notre territoire où nous avons un monde agricole qui est assez puissant. Et il y avait un projet que tu as déposé au nom du groupe communiste sur la retraite, qui a été, on va dire, entre guillemets, débouté, ou plutôt reporté. Et nous, en tant qu'élus, et quand ça nous est difficile, on aurait aimé savoir s'ils avaient donné ou fixé une date pour remettre en place la retraite au niveau de la proposition du groupe communiste à l'Assemblée nationale.